Au nom de Dieu le compatissant, le miséricordieux, on commence un nouvel épisode avec cette fois-ci l'arabe kabéen. Dans les deux derniers épisodes, on a vu l'anthropologie selon la révélation, ou l'anthropologie de l'islam comme aime à l'appeler M. Nas Boutamina. Dans cet épisode, nous allons voir une classification innovante qui m'a poussé à inviter Nasr Boutamina à cette émission. On laisse Nas parler. Nas, vous pouvez nous dire un mot sur l'idée de l'arabe kabéen et sa relation avec l'anthropologie de l'islam? Oui, tout à fait. Donc, comme nous avons parlé dans les épisodes précédents, donc ces ouvrages sont une suite logique, rationnelle. Donc, on a parlé d'abord de l'apparition de l'homme, ensuite l'homme qui est-il, d'où vient-il, classification islamique de la préhistoire, et nous sommes obligés plutôt d'aborder encore un autre thème qui s'appelle l'expansion de l'homme sur la terre par mouvement ondulatoire. Je l'avais brièvement expliqué dans l'épisode précédent. Mais donc, je répète, c'est que l'expansion de l'homme sur la Terre est intimement liée à la linguistique. Afin d'aborder la linguistique ou l'arabe kabéen ou le kabéen, prototype des systèmes d'écriture, il est utile de rappeler que la migration humaine est intimement liée à la linguistique. Donc l'apparition de Adam s'est fait à la Kaaba. Plusieurs millénaires ont permis à sa descendance de migrer à travers la planète selon un mouvement ondulatoire, c'est-à-dire que la migration ne s'est pas faite au hasard ni dans un seul sens, mais dans les quatre sens, dans les 4 points cardinaux. Avant d'entamer les 4 points cardinaux et les birs comme vous les appelez, j'ai lu quand même. Donc, j'ouvre la parenthèse pour dire une chose qui est magnifique. Nas ne parle pas arabe, ce n'est pas sa langue d'origine. Et la traduction du Coran lui a permis de relever quelque chose que moi, arabe, je n'ai pas vu, pour dire que l'homme est apparu à la Kaaba. Et c'est la traduction d'un verset, « Inna awwala baytin wudi'a linnas ». Comment vous le traduisez? La première maison. De l'humanité. De l'humanité. Ouais. Et c'est un récit qui est dans le Coran. C'est un récit, même si on ne croit pas au Coran, ça reste une source historique qu'il faut prendre en considération. Vous continuez vos 4 points cardinaux. Voilà, donc les enfants d'Adam ont migré à travers le continent de la péninsule arabique pour s'installer aux 4 points cardinaux. Donc nous avons ce que j'appelle un bir. Le bir en arabe veut dire un puits. C'est quoi un puits? C'est quelque chose où on puise. C'est un endroit où on tire une ressource humaine. Donc la ressource humaine qu'on appelle une base arrière de migration. Nous avons des bases arrières, par exemple la conquête de l'Amérique du Nord a été faite de l'Est à l'Ouest. Il y avait une base arrière vers New York, Boston, et c'est ensuite la conquête qu'on appelle le Far West à travers tout le continent américain. Donc c'est exactement la même chose qui s'est passée. Donc il y avait une base arrière. Donc il y avait 4 bases arrière qui ont été établies par les enfants d'Adam. Vous pouvez les voir sur l'écran. Voilà, vous pouvez les voir sur l'écran. Donc nous avons à l'ouest, le bir égyptien qui a donné les ethnies qu'on appelle actuellement les Berbères, les Celtes, les Hispaniques, et qui sont montés à travers la pénétration de Gibraltar vers le nord de l'Europe, au niveau de la France, l'Angleterre et l'Irlande. Ensuite, il y a le bir mésopotamien qui se trouve au nord, qui a donné la migration de l'humanité à travers l'Europe du Nord, l'Allemagne, la Scandinavie et l'actuelle Russie. Bien sûr, la Mésopotamie a donné aussi la migration vers ce qu'on appelle la Grèce, la Turquie actuelle, etc. Ensuite, nous avons le bir perse. Le bir perse qui a donné pratiquement la plus grande migration humaine connue, c'est-à-dire toute l'expansion vers l'est de la Perse, c'est-à-dire la Sibérie, l'Inde, la Chine, donc très très grande, qui a même donné ensuite de l'Inde, passage par l'Australie, etc. Ensuite, nous avons le bir abyssin.
c'est-à-dire éthiopien, qui a suivi une frontière naturelle qu'on appelle le sud subsaharien, le sud de l'Afrique, qui a donné tout le continent noir. Et ils ont circulé en vase clos. Donc le désert du Sahara a empêché la progression vers le nord. Donc c'est une barrière naturelle. Et donc le Bir abyssin ou éthiopien a donné, comme je le dis, donc toute la zone de l'Afrique qu'on appelle l'Afrique noire. Très bien. Dans votre schéma qu'on voit, il y a une notion qui s'appelle arabe tawassu'. Arabe tawassu, qui est la suite de l'arabe kabéen. Est-ce que vous pouvez... En fait, c'est ce qui a donné... C'est les 4 puits, en fait. Tout à fait, exact. Juste j'ai oublié une petite précision, c'est que donc, le Bir perse a donné donc, toute cette migration sur le continent asiatique et qui est arrivé jusqu'en Chine. La Chine est un sous-Bir, c'est-à-dire un sous-puits qui a permis la conquête de l'Amérique. En utilisant, d'après ma théorie, je l'ai appelé le couloir pacifique. Le couloir pacifique, c'est-à-dire passer de la Chine en suivant le Pacifique jusqu'au Mexique. Par cette étude, cette analyse, il s'avère que les courants marins suivent justement cette direction. Et surtout, les chapelets d'îles qui vont de la Chine jusqu'au Mexique. Il y a des chapelets d'îles qui sont restés toujours intacts. Il y a beaucoup d'îles, les îles Hawaï, etc., qui sont restées encore intactes, et d'autres qui ont disparu. Il faut juste définir un petit peu ce que c'est qu'une île. Mais ça a facilité la migration. Tout à fait. Donc la migration s'est faite par le Pacifique et n'a aucun rapport avec ce que la communauté scientifique dit, que l'homme a passé par le détroit de Bering, à travers le nord de la calotte glaciaire et passé en Amérique Nord. Donc en fait, le passage s'est fait dans ce couloir pacifique. Et la première étape d'arrivée était le Mexique. D'ailleurs, on retrouve dans tout le continent américain le seul endroit où il y a une cité urbaine avec des lois civilisées, etc., c'est le Mexique avec les Aztèques. Et en plus donc de ce soubir mexicain, à partir du Mexique, c'est l'expansion encore toujours d'un mouvement ondulatoire vers le nord de l'Amérique et vers le sud. Très très bien. Donc au moins cette théorie a le mérite de proposer quelque chose d'autre. On a toujours parlé de Bering, mais jamais de couloir pacifique. Et là, il y aura au moins une confrontation de preuves, mais surtout un enrichissement de la connaissance actuelle. Maintenant, quand vous donnez ces mots arabes, kabéens et tout, l'idée me paraît un peu plus logique par l'expansion de la langue suite à la migration de l'homme. Que dites-vous de la classification actuelle qui parle de langue, sémite, etc. Moi, je la trouve personnellement un peu basée sur des races plutôt que sur une expansion ou une migration bien connue. Tout à fait. Donc, c'est vrai que je dis tout à l'heure et je redis encore, et c'est vraiment une base solide, c'est le fait que la linguistique, c'est le langage de l'homme. Le langage de l'homme est intimement lié à sa migration. Voilà, donc la migration. Donc par cette migration, on peut étudier les phénomènes des birs indépendamment. Il s'avère que le bir abyssin a été peut accentuer sur l'écriture. Donc, comme c'est un continent où les migrations ont été effectuées en vase clos, donc l'écriture ne s'est point adaptée. Donc, elle s'est adaptée aux migrations même de l'homme africain, qui est celui du nomadisme, de la chasse et la cueillette. Donc, pas d'écrit. Donc, la base est beaucoup plus orale. Donc, l'oralité de l'Afrique noire. On retrouve la même oralité, donc, et point d'écriture dans le nord et le sud du continent américain. Et c'est lié toujours aux migrations. Donc, vous dressez un tableau général de l'origine des principaux systèmes d'écriture, ce qui vous permet de faire cette suite logique. C'est-à-dire, dans votre livre, on peut voir, par exemple, un tableau qui donne une évolution
d'écriture en écriture. Par exemple, ici, j'ai le système d'écriture, le Bir mésopotamien. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur l'écran, vous pouvez voir cette évolution qui conforte votre théorie. Là, j'ai une question. Pourquoi vous avez utilisé Duhur, Tawassu' et des termes arabes pour cette classification? Est-ce uniquement pour remettre en cause la classification existante? Et est-ce que dans vos livres, vous avez critiqué la classification existante? Et quelles étaient peut-être vos raisons pour ne pas l'adopter? Donc je remets en question la classification actuelle pour la simple raison qu'elle n'a pas mis l'accent sur la migration humaine, mais elle a scindé ces deux notions, ces deux paramètres indépendamment. On parle de la linguistique comme il faut d'ailleurs remonter à la naissance de la linguistique et de la sémantique. Elle apparaît toujours au XIXe siècle. Hein. Avant, elle n'existait pas. Donc, cette espèce d'européocentrisme, on revient toujours à cette problématique d'européocentrisme, que tout est parti de certains savants de l'époque, comme ils avaient à l'époque la manière de classer l'humanité. On appelle les naturalistes. Donc voilà, donc cette espèce de race aryenne, l'indo-européanisme, etc. Donc moi, je suis allé plutôt à la base, je suis parti de la base des migrations pour parler de la linguistique, parce qu'elle est intimement liée. Donc l'arabe, donc le kaabéen se trouve à la Kaaba. Ensuite, j'ai utilisé une nomenclature que j'ai mis en place, qu'ils appellent l'apparition de l'homme, dit Dhuhr. Donc, l'apparition de l'homme, c'est l'apparition de l'écriture. Ensuite, il y a l'arabe tawassu'. L'arabe tawassu', c'est l'arabe de l'expansion de cet arabe. Donc, il a mis plusieurs dizaines de milliers d'années et qui a donné à différentes branches linguistiques qui sont intimement liées, qu'on retrouve la trace, peut-être pas au niveau de la langue, puisque la langue évolue. Les descendants d'Adam qui vivaient en Arabie, quand ils étaient en face d'une faune ou d'une flore qui était inconnue en Arabie, il fallait bien qu'ils inventent des termes, une expression, une nomenclature. Donc c'est pour ça que la langue ou la linguistique évolue. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'écriture n'a pas évolué. Elle reste la même telle qu'elle est. Donc le kaabéen a donné l'arabe tawassu'. Et par rapport au puits, mais quand je dis le puits, le bir mésopotamien, c'est que le puits mésopotamien a donné toute un linguistique qui a donné les migrations issues de ce bir. L'Égyptien, prenons l'exemple du bir égyptien, le bir égyptien a donné l'ethnie qu'on appelle les Kabyles ou l'Ibère, ou les Ibères, ou le Celto-Ibère. On retrouve cette classification au niveau de la linguistique. C'est l'égyptien cursif ou démotique a donné le tamazir ou le tifinag, qui a donné l'ibère, qui a donné le celto-ibère. On retrouve cette évolution. L'arabe tawassu' qui a donné le sabéen, qui lui-même a donné l'éthiopien, on appelle maintenant le gèze. Le gèze, et le gèze s'est arrêté au niveau de l'Éthiopie, puisque l'Afrique subsaharienne était composée d'ethnies qui migraient et qui préféraient l'oralité à l'écriture. Mais je vous dis, vous avez le mérite d'avoir en fait créé ces noms, Tawassu', Dhuhr, parce que ce ne sont pas des termes esthétiques, parce que votre théorie, elle est différente. C'est-à-dire dans le principe de la classification actuelle. Donc ces termes ont leur mot à dire. Vous avez évoqué un verset du Coran qui mentionne, d'ailleurs le premier verset du Coran, qui mentionne que le Créateur a enseigné l'homme à l'aide du kalam. Ça conforte aussi le fait que vous pouvez faire ces déductions à partir de l'écriture. Nous attendons en fait, j'ai devant moi l'arabe kaabéen, c'est un livre origine commune des systèmes d'écriture, mais ce livre, il a été en fait, il est plus détaillé dans le volume numéro 5. Le kaabéen, prototype des systèmes d'écriture. D'accord, très très bien. Et juste pour revenir à ce rapport avec l'écriture, comme je disais tout à l'heure dans les épisodes précédents, j'ai fait l'apparition de l'homme par étapes. Donc il y a l'apparition de l'homme, il y a sa création, il y a sa migration.
Et quand Dieu dit « j'ai créé l'homme de sa forme la plus parfaite », il y a un second verset qui dit « et j'ai appris à l'homme ce qu'il ne savait pas ». D'abord, il l'a appris au niveau non terrestre, quand il dit « j'ai appris à Adam tous les noms de toutes choses ». Donc, ça conforte ce que j'ai dit dans les épisodes précédents ou dans les ouvrages précédents, que Adam avait la capacité intellectuelle et cognitive d'enregistrer toutes les informations, puisque la seule entité capable de lui enseigner, c'était Dieu. Dieu lui a enseigné non seulement les éléments de toutes choses, c'est-à-dire qu'ils vont lui permettre, quand il sera sur Terre, de survivre, qui est en totale contradiction avec l'apparition de l'homme par hasard, qui a évolué, qu'il a inventé le feu, qui a inventé le textile, sa façon de manger, sa façon de boire, la culture, l'agriculture, etc. Donc c'est une notion complètement erronée qui n'a aucun rapport avec les versets coraniques. Et quand il y a un verset qui dit que j'ai appris à l'homme ce qu'il ne savait pas par la plume, donc par l'écriture. Et on ne peut l'apprendre l'écriture qu'en ayant un stade final de développement intellectuel. Il est impossible qu'on puisse évoluer et ensuite inventer une écriture. Donc, je redis que l'écriture est apparue en même temps qu'est apparu le premier homme. Je finis cet épisode que j'apprécie moi personnellement avec la lecture de ce qu'il y a dans la couverture de l'Arabe Kavéen. Le pouvoir des mots est l'essence même du pouvoir de l'homme sur la nature. En effet, par l'essence des mots, l'homme acquiert le titre de khalifa et par cette charge, il est responsable du monde. Et une très belle image qui paraît dans votre livre et dans votre théorie d'ailleurs, c'est une théorie qui rassemble l'humanité au lieu de la classification actuelle qui divise l'homme en races. C'est une théorie qui dit que le Père est Adam, il a bâti une maison pour toute l'humanité et de cette classification que Nas propose, on a cette fraternité humaine. L'image du pèlerinage en islam est citée dans le livre et c'est un retour, un rassemblement de l'homme vers cette maison d'où tout aurait débuté. Comment elle est venue à vous, cette image ? La simple raison que d'après toujours ce contenu, le contenu coranique, il faut l'étudier toujours avec une vision à la lumière de la science. Comme je le dirais toujours, la science est un garde-fou pour le Coran et le Coran est un garde-fou pour la science. C'est que l'image même de ce Adam, père de l'humanité qui a construit cette maison pour sa descendance, qui a migré à travers la planète, avec la délivrance d'un message divin, que c'est celui de l'unicité de Dieu, et que toute l'humanité est fraternelle, on est tous issus du même père et de la même mère, cette migration humaine à travers la planète, elle a été clôturée par... Donc, en résumé, Adam crée la Kaaba. Il a une descendance. Cette descendance s'expatrie à travers toute la planète, avec un message divin. Ce message divin, plus on s'éloigne de la source, plus elle est corrompue, elle est falsifiée. Mohamed arrive, reconstruit la Kaaba, le même message divin et le même rite de pèlerinage. Toute l'humanité qui était en expansion à travers la planète se retrouve de nouveau, retour à la maison. Voilà. C'est comme le père qui a ses enfants qui ont grandi, qui reviennent le voir. D'ailleurs, c'est quoi le pèlerinage ? Le pèlerinage, c'est revenir en souvenir de la maison de quelqu'un, la source originelle. Et ce n'est pas un hasard que Mohamed est un arabe qui a parlé la langue le kaabéen, qui était dans le même lieu géographique et qui a délivré un message universel qui n'est pas lié seulement à la communauté des Arabes, mais pour l'univers, pour les humains en général. Et quand on voit une fois par an des Nord-Américains, des Australiens, des Russes, des Africains, des Indiens, qui vont au même endroit, au même moment, en rappelant le message divin qui est celui de l'unicité de Dieu, il y a quelque chose de très très émouvant et qui vraiment, il n'y a aucune... il n'y a rien qui puisse
aller à l'encontre de On cette... sent- voilà, donc essayer On sent cette émotion dans les paroles et c'est vrai, c'est ce que je notais, c'est instinctivement, on aimerait toujours revenir à notre maison de départ, home, sweet home, comme disent les Anglais. Merci beaucoup Nas pour cet agréable épisode et en attendant le 4e épisode, merci et au revoir.